Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun célèbre le 50e anniversaire de la fête de l'unité ce vendredi. Unité acquise au terme d'un référendum en 1972 qui a mis fin à la forme fédérale de l'État pour unir les parties orientales et occidentales. Le retrait du Mali du G5 Sahel et de sa force conjointe est regretté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ONU appelle à la reprise du dialogue entre pays membres de cette institution, alors que le contexte sécuritaire sous-régional ne cesse de se dégrader. Et depuis 4 ans, une initiative œuvre en faveur de l'autonomisation des femmes à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la coopérative Eshima Coffee, une fabrique de savon à base de café qui permet aux femmes des régions rurales de joindre les deux bouts. Ce vendredi 20 mai est un jour férié au Cameroun. Le pays célèbre le 50e anniversaire de la fête de l'unité nationale, unité acquise au terme d'un référendum en 1972 qui a mis fin à la forme fédérale de l'État. Cette célébration revêt un caractère sacré malgré les tensions engendrées par les actions menées par les séparatistes anglophones depuis 2017. Reportage de notre envoyé spécial à Yaoundé, Séverin Douke. Le Cameroun célèbre ce 20 mai 2022 le cinquantenaire de son unité nationale. Une célébration traditionnelle qui se veut le symbole de la volonté de l'union d'un peuple divisé depuis 1916 par les affres de la Première Guerre mondiale. Le territoire Cameroun est alors partitionné en 2 entités, placées sous mandat français et britannique. Dans les années 50, avant l'indépendance du Cameroun, beaucoup de Camerounais voulaient que le Cameroun ne soit plus divisé. Les Nations Unies étaient conscients que tous les Camerounais, puisque même les partis politiques dans la partie française étaient pour un Cameroun uni, c'est-à-dire la réunification, puisqu'ils étaient contre la division. Et conscients de ces 2 faits, les Nations Unies ont estimé qu'il faut organiser un référendum ou bien un plébiscite. La partie, le British Southern Cameroon, est revenu à la terre-mère, c'est-à-dire est devenu camerounais. Après la déclaration de l'indépendance de la partie francophone par le président de l'époque, Amadou Ahidjo, le 1er janvier 1960, la partie anglophone emboîte le pas le 1er octobre 1961, donnant naissance à la République fédérale avec 2 États. 11 années plus tard, à l'issue d'un référendum le 20 mai 1972, le système fédéral cède la place à la République unie du Cameroun et cette date devient la fête nationale du pays. 50 ans plus tard, la célébration revêt un caractère sacré et symbolique. 50 ans, c'est l'âge de la maturité. Et donc, en tant que nation unie, sur la forme État unitaire, le Cameroun, l'unité nationale au Cameroun, c'est à la fois une réalité et à la fois un construit, un processus. C'est donc ici, sur l'emblématique boulevard du 20 mai, déjà drapé aux couleurs des grands jours, que va se dérouler la grande parade de la célébration de la 50e fête de l'unité nationale du Cameroun. Les populations vont donc pouvoir renouer avec les habitudes du défilé militaire et civil après 2 années d'absence, dû au sévice de la pandémie de coronavirus qui n'a épargné aucune nation. Pour cette édition donc, plus d'une 50aine de carrés de 149 personnes sont attendus. Ils vont battre le pavé pendant 90 minutes chrono pour donner à cette cérémonie tout son prestige. Depuis le boulevard du 20 mai à Yaoundé au Cameroun, je suis Séverin Douke pour Africa 24. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont les membres se sont réunis le 18 mai, déplore le retrait du Mali du G5 Sahel, institution sous-régionale créée en 2014. Ce retrait met en péril la situation sécuritaire déjà précaire de la sous-région. Pour tenter de trouver une issue à cette crise, l'ONU appelle au dialogue. Les explications de Roberto Bugbe. Aux Nations Unies, la sous-secrétaire générale pour l'Afrique a regretté ce 18 mai devant le Conseil de sécurité la décision des autorités de transition du Mali de se retirer du G5 Sahel et de sa force conjointe alors que le contexte sécuritaire dans la région ne cesse de se dégrader. Martha Ama Kiapobe a prévenu qu'il s'agit très certainement d'un recul pour le Sahel, un avis partagé par la plupart des délégations.
Le terrorisme et l'insécurité continuent de se propager, dévastant la vie de millions de personnes. Les civils sont souvent les principales victimes des actes terroristes. Les souffrances et les pertes que subissent les populations civiles aux mains des groupes terroristes sont indescriptibles. Selon la haute responsable onusienne, la décision des autorités de transition maliennes, le 15 mai dernier, de se retirer du G5 Sahel et de sa force conjointe est à la fois malheureuse et regrettable. Elle a rappelé que la force conjointe du G5 Sahel avait été créée par les chefs d'État du G5, portés par une vision commune et leur volonté de prendre leur destin en main et de lutter frontalement contre le terrorisme au Sahel. Globalement, le gouvernement a fait deux constats. Le premier constat, c'est d'abord la discrimination. Discrimination évidemment négative, dont le Mali est victime. Et l'une des facettes visibles de cette discrimination est l'application de règles différentes à une situation identique. Nous le rappelons ici que le Tchad, tout comme le Mali, traverse en tout cas une transition politique. Donc nous ne pouvons pas accepter que nous soyons victimes de cette discrimination et nous rejetons catégoriquement la politique de 2 poids 2 mesures. Un appel à la reprise du dialogue est lancé entre Bamako et les voisins de la CEDEAO. De nombreux membres du Conseil disent attendre avec impatience les résultats de l'évaluation stratégique conjointe sur le G5, une étude pilotée par Mahamadou Issoufou, l'ancien président du Niger. Œuvrer pour l'autonomisation des femmes, c'est le but de la coopérative Eshima Kofi, lancée en 2018 à Bukavu, capitale du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis sa création, cette fabrique à savon à base de café a aidé plus d'1 millier de femmes des régions rurales. Plus de détails avec Zara Mohamed Moutiou. Solange Kouidja Kairiri travaillait dans la communication jusqu'à ce qu'un de ses clients qui avait une plantation de café l'initie au métier de producteur de café. En 2018, elle a lancé Eshima Kofi, une coopérative qui constitue aujourd'hui une source de revenus pour plusieurs femmes issues des zones rurales de l'Est de la République démocratique du Congo. Une fois que la femme produit les cafés, la femme est membre de notre coopérative, elle va vendre son café à un bon prix, elle aura accès au marché par d'intermédiaires, elle amène les cafés à la coopérative. Nous-mêmes, coopérative, nous négocions avec l'acheteur, soit un acheteur au niveau local ou au niveau international. La femme membre de notre coopérative a la garantie de vendre son café à un bon prix. 1500 femmes sont employées ici à Bukavu dans cette usine qui transforme le café en pain de savon. De gros blocs bruns sont soigneusement découpés en rectangles puis emballés à la main, malgré les difficultés, notamment celles liées aux coupures régulières d'électricité. Solange Kouidja Kairiri évoque aussi la problématique concernant l'accès aux infrastructures routières dans cette région reculée de la République démocratique du Congo. La première difficulté, on a d'abord le problème des routes. C'est une difficulté majeure parce que le café est cultivé dans les territoires. Il n'y a pas de routes dessertes agricoles, elles sont en délabrement très avancé. Il y a aussi le problème de l'électricité. Vous voyez dans l'usine ici, s'il y avait l'électricité, peut-être on allait déjà moderniser et commencer à travailler toujours avec les machines. Il y a aussi le problème de financement. Et c'est un combat que la coopérative livre au quotidien pour parvenir à produire des milliers de savons à base de café par semaine. Ils sont vendus dans 5 provinces de la République démocratique du Congo. Le produit est également commercialisé à l'extérieur du pays, au Burundi et au Rwanda. L'entrepreneuriat était à l'honneur de la 14e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qui s'est tenu du 10 au 15 mai en Côte d'Ivoire. Cette année, les festivités étaient placées sous le signe de la promotion des industries créatives culturelles. Retour sur cet événement avec Amenedge. C'est San Pedro, la métropolitaine, qui a accueilli le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA 2022, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tenu du 10 au 15 mai et placée sous le signe de l'entrepreneuriat et l'employabilité, la 14e édition de l'événement, clôturée par un concert, a connu la participation de plusieurs autorités. Félix Anoblé, maire de la ville haute, n'a pas manqué de lancer un appel à la jeunesse. Il est possible de dire à ces jeunes qui pensent que tout est difficile,
que tout est impossible, que rien n'est impossible quand on a la volonté du travail. Et l'exemple qu'on a, le modèle qu'on a, est celui qui porte ce festival, c'est Assalfo lui-même. Et il faut que donc nous appelons tous les jeunes à dire il y a des beaux modèles. Une semaine de partage, public tenu en haleine, chants et danses, démonstrations, activités ludiques et moments de réjouissance portés par des artistes nationaux et étrangers qui sont venus soutenir l'événement. Ce dernier, au-delà d'une rencontre festive, reste un cadre d'échange, d'opportunités et un catalyseur pour le système économique national. C'est un sentiment de joie qui nous anime. Nous sommes au dernier jour du FEMUA. La mobilisation était à son comble et San Pedro a relevé tous les défis. Tout le monde est sorti ce soir et c'est ce à quoi s'attendait le FEMUA. Et venir à l'intérieur du pays, c'est permettre aux populations de bénéficier de l'impact qu'a le FEMUA sur les petits commerçants, le secteur informel, tous ceux qui mènent des activités qui plus ou moins leur permettent de s'en sortir. Donc venir à San Pedro, c'est permettre à tous les chauffeurs de taxi, à tous les restaurants, à tous les maquis, à tout un écosystème économique autour qui bouge. Le FEMUA 14 a tenu à rendre un hommage à Papa Wemba, star de la musique congolaise, décédé en 2016 après un malaise sur la scène de ce même festival. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo est une initiative de promotion des industries créatives culturelles qui jusque-là demeure l'un des plus grands événements d'Afrique subsaharienne. À la page sport, dans la sphère du football, coup franc, 3 femmes arbitres ont été désignées par la commission des arbitres de la FIFA pour officier lors de la Coupe du Monde qui se jouera au Qatar au mois de novembre. Et parmi elles figure une africaine, la rwandaise Salima Mukansanga. Elle avait déjà fait parler d'elle en devenant en janvier dernier la première femme à arbitrer un match de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. En se rendant au Qatar, elle deviendra la première femme africaine à arbitrer un match au mondial de football masculin. Le grand tournoi de tennis Roland-Garros débute ce dimanche 22 mai à Paris en France. Ce tournoi est considéré comme l'un des plus difficiles au sein du Grand Chelem en raison de sa terre battue. 4 Africains participeront à cette édition. Le point avec Jésus Desglaces. Ces internationaux de France sur terre battue se déroulant lors de la dernière semaine de mai et la première semaine de juin chaque année et font partie des 4 tournois du Grand Chelem. L'Espagnol Rafael Nadal détient le nombre de victoires. Va-t-il encore soulever le trophée le dimanche 5 juin? En tout cas, plusieurs joueurs du continent africain ont déjà foulé cette terre battue, comme les Sud-Africains Wayne Ferreira, Bob Hewitt, Johan Kriek, Kevin Curran, le Marocain Younes El Enaoui, le Zimbabwéen Byron Blake, l'Égyptien Ismaël El Shafei, le Sénégalais Yaya Doumbia, le Nigérian Douka Odizor ou encore le Tunisien Malek Jaziri. Le Sud-Africain Kevin Anderson, 35 ans, qui prend sa retraite et rappelez-vous, il s'était hissé en finale de Wimbledon en 2017 et 2018. Je ne me souviens pas d'un moment de ma vie où je ne jouais pas au tennis. J'ai commencé ce voyage il y a 30 ans lorsque mon père a mis une raquette dans mes mains et m'a dit que je deviendrais l'un des meilleurs joueurs du monde si j'étais prêt à travailler dur. Le tirage au sort s'est effectué ce jeudi 19 mai. D'abord chez les hommes, nous retrouvons le Sud-Africain Lord Harris qui rencontrera au premier tour le Français Richard Gasquet et puis un clin d'œil également à Joe Wilfried Tsonga. Côté femmes, l'Égyptienne Sherif Maillard sera face à l'Ukrainienne Marta Kostwick. La Tunisienne Ons Jaber sera face à la Polonaise Magda Linette. C'est effectivement d'avoir beaucoup d'impatience, d'excitation. Le tennis professionnel aujourd'hui, chez les garçons comme chez les filles, et spécialement cette année, est hyper ouvert. Donc on attendait avec impatience à la fois le tirage au sort et très vite le démarrage du tableau final, même si les qualifications ont été un véritable succès, avec des nouveautés, Djokovic l'a dit, pendant les entraînements, du public. Et sans oublier la Sud-Africaine Gotazo Mondjani, née à Polokwane, joueuse en fauteuil roulant. En 2018, elle devient la première femme sud-africaine noire à concourir à Wimbledon, née avec une maladie congénitale qui affecte ses 2 mains et un de ses pieds, l'autre étant amputé alors qu'elle avait que 12 ans.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.